Merci beaucoup. Merci tout d'abord pour votre invitation. Je suis vraiment ravie d'être ici pour vous parler du tourisme, phénomène qui est très souvent oublié quand nous parlons d'une ville, d'une capitale, d'une métropole, alors que vous le savez bien, il joue un rôle majeur. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait, très bien. Donc, je vous parlerai très rapidement de l'histoire du tourisme à Paris pour se concentrer surtout sur les enjeux contemporains qui sont, vous pouvez l'imaginer, et je pense que vous avez fait véritablement une excellente introduction, madame, effectivement tout à fait considérable aujourd'hui. Paris, nous parlons bien entendu d'une destination ancienne, contrairement à d'autres villes européennes qui ne sont devenues destinations touristiques que depuis peu longtemps. C'est le cas de Berlin, c'est le cas de Barcelone, qui étaient des villes qui n'avaient pas développé une fréquentation touristique très importante, mais qui sont aujourd'hui, qui font partie aujourd'hui des destinations importantes, des destinations européennes les plus importantes. Paris a été une destination depuis le début du tourisme. Les tout premiers voyageurs qui participaient au grand tour aristocratique, que d'après ce que j'ai compris, vous avez eu l'occasion de voir dans le cadre d'une autre conférence, passaient tous par Paris. Paris, donc, a un rôle double en tant que métropole touristique, n'est pas seulement une ville qui émet des flux touristiques, puisqu'aujourd'hui, toutes les villes touristiques sont des maîtrises, toutes les villes, pardon, sont des maîtrises des flux touristiques. Toutes les grandes villes sont des maîtrises des flux touristiques. Certaines villes, les villes donc touristifiées, sont aussi réceptrices. La particularité de Paris est qu'il s'agit à la fois d'une ville qui émet des flux touristiques très importants, puisque les Parisiens voyagent beaucoup, mais c'est aussi une ville qui reçoit énormément des flux touristiques. Nous nous concentrerons aujourd'hui davantage sur cette deuxième dimension donc de Paris, c'est-à-dire Paris, ville touristique, Paris qui reçoit des touristes. Une relation donc très ancienne, et on le sait aujourd'hui, encore plus qu'il y a quelques années, que le tourisme constitue effectivement un des éléments des centralités parisiennes, un des éléments de l'urbanité parisienne. Paris, tel que nous le connaissons aujourd'hui, la ville telle que nous la connaissons aujourd'hui, elle doit beaucoup finalement à ce phénomène touristique qui a pris place dans la métropole depuis fort longtemps. Et je cite ici donc une définition de cette centralité comme une capacité de polarisation de l'espace et de l'attractivité des lieux ou d'une aire qui concentre donc à la fois des acteurs, des fonctions et des objets. Et c'est effectivement ce qui s'est produit à Paris autour donc de ce phénomène touristique complexe qui en fait associe des acteurs, qui concerne des pratiques touristiques et qui bien entendu en fait attire des touristes. Donc première grande ville que les touristes rencontraient après donc leur départ de Londres lorsqu'ils entamaient ce grand tour européen. Et une ville qui, dès le début de sa mise en tourisme, était en mesure de proposer, d'offrir à ses visiteurs un ensemble très complexe, très sophistiqué. Donc, dès le tout début du tourisme, dès le XVIIIe siècle, et bien entendu tout le long du XIXe siècle, tout un ensemble d'attractions qui les intéressaient spécifiquement et qui faisaient en sorte que Paris devenait effectivement une destination incontournable de ce grand tour. Paris se développe au XIXe siècle à la fois comme la vitrine du patrimoine et de la modernité. Et nous avons ici une dichotomie qui caractérise Paris toujours aujourd'hui. Toujours aujourd'hui, Paris, en tant que ville touristique, joue sur ce double registre du patrimoine et de la modernité. On vient à Paris pour voir des lieux patrimoniaux, pour voir des grands monuments, mais on vient aussi pour découvrir les dernières tendances, les dernières modes, l'architecture contemporaine, l'art contemporain. Ceci a été le cas depuis le début donc. Ce développement se fait essentiellement pour deux raisons principales tout le long du XIXe siècle, au moment où effectivement
le tourisme parisien s'affirme. Et il se fait grâce à l'émergence d'une classe bourgeoise, une classe bourgeoise qui aspire donc finalement aux mêmes pratiques distinctives que celles de l'aristocratie qui avait entamé les grands tours. Donc une première démocratisation du phénomène touristique qui concernera donc dès le XIXe siècle des publics plus importants. Le développement du tourisme doit aussi beaucoup à l'amélioration de la connectivité finalement entre les lieux de résidence de ces touristes et Paris. Les développements donc des moyens de transport vont jouer un rôle tout à fait considérable dans le développement et l'affirmation de la destination parisienne. Il devient beaucoup plus facile, très rapidement, de voyager à Paris, que ce soit depuis la province française ou depuis d'autres villes à l'étranger. Et donc, notamment la construction de la ligne de chemin de fer Paris-Le Havre, dans la première moitié du XIXe siècle, va jouer un rôle tout à fait considérable, puisqu'elle va faciliter les liaisons avec les grandes villes, des villes comme Londres, mais aussi des villes comme New York, via également donc, les développements transatlantiques, donc des bateaux transatlantiques. Et vous avez ici ce très beau tableau de Claude Monet qui montre donc la gare Saint-Lazare. Tout ceci, bien entendu, produit un impact, cet afflux donc grandissant de touristes fait que progressivement il y a un marché qui se structure, de choses qui se faisaient un peu, si j'ose dire, à la bonne franquette au tout début du tourisme, se professionnalisent. Et dès le XIXe siècle aussi, nous avons effectivement affaire à un ensemble de structures qui permettent de gérer ce tourisme du point de vue administratif, donc une gouvernance du tourisme qui se met en place. Mais aussi les secteurs privés qui s'organisent. Je parle ici bien entendu de l'hôtellerie qui gagne de l'importance avec le développement des premiers grands hôtels, des premiers palaces, mais aussi une offre donc de prestations de tour opérateurs, avec notamment Thomas Cook, qui est donc les premiers tour opérateurs, les premiers à imaginer des voyages organisés comme nous les connaissons aujourd'hui, dès donc 1845. Ceci produit des emplois et tout le monde comprend très rapidement que le tourisme c'est intéressant, de la même façon qu'aujourd'hui, parce que effectivement il y a un impact économique qui n'est absolument pas négligeable, tout à fait important pour une ville comme Paris. Donc palaces, gares, monuments historiques, ces structures pour accueillir et bien accueillir les touristes. Ceci s'est fait également par l'intermédiaire des grands événements. Et vous n'êtes pas sans savoir le rôle que les grandes expositions, les expositions internationales, les expositions universelles ont joué dans la structuration également du tourisme dans Paris. Cette ville ludique, cette ville festive que nous connaissons aujourd'hui, se met donc en place au XIXe siècle, également par l'intermédiaire de ces grands événements, de ces grands rendez-vous, qui sont bien entendu des rendez-vous pendant lesquels les différents pays, et notamment les pays qui accueillent, présentent ces avancées industrielles, présentent ces progrès. Mais c'est aussi, et il faut le comprendre comme cela, des événements touristiques, des événements qui gèrent des très grands flux, des flux qui jusqu'alors n'étaient pas arrivés de façon aussi massive et aussi organisée dans une ville. Donc, les grandes expositions aident énormément à structurer davantage, à organiser davantage le tourisme à Paris. Quelques images ici, ce sont des images que vous connaissez sans doute puisque elles font partie aussi de ce patrimoine touristique de Paris. L'exposition universelle de 1889 qui nous a légué ces grands monuments qui est aujourd'hui l'icône du tourisme à Paris. Tout un ensemble d'autres édifices qui se construisent, certains disparaissent, d'autres ont vocation, ou n'ont pas vocation, mais finalement on trouve les moyens de les faire perdurer. Et ces grandes expositions, il faut aussi les comprendre comme des événements qui ont permis à Paris de se doter
de tout un ensemble des grands monuments. Exposition universelle de 1900, une exposition très importante qui mobilise, qui occupe une très grande partie de la partie donc, de l'ouest parisien. Voilà ici une vue panoramique qui montre donc les moyens énormes qui étaient mobilisés en ce moment-là pour accueillir ces grands événements et qui effectivement occupaient une partie tout à fait considérable de cette partie ouest de Paris. Et vous voyez donc à la fois la Tour Eiffel, mais aussi d'autres monuments que nous connaissons très bien aujourd'hui et qui font partie effectivement des lieux les plus touristiques de Paris, notamment donc les grands et les petits palais que vous avez ici sur l'avant-plan de cette image. Voilà, toujours la même exposition qui, à l'occurrence cette image, a le mérite de montrer de façon un peu plus parlante la superficie qui était donc occupée par l'ensemble des infrastructures qui avaient été créées pour accueillir ces millions de personnes qui affluaient vers Paris. J'ai mis ici un tableau, je ne suis pas certaine si les chiffres sont lisibles depuis le fond de la salle, mais il s'agit juste de montrer comment, en fait, à chaque exposition, on a surenchéri et comment le nombre de mètres carrés, par exemple, qui étaient occupés, a progressivement augmenté. La première exposition, donc 1855, a mobilisé 168 000 mètres carrés. Celle de 1900, sur laquelle je me suis attardée un peu plus dans les dernières images que je vous ai montrées, elle a occupé plus de 2 millions de mètres carrés. Donc effectivement, un événement tout à fait considérable. Et vous avez ici un certain nombre de données qui me semblent intéressantes concernant, par exemple, le nombre de visiteurs. Vous avez à la 5e colonne, vous avez le nombre de visiteurs, à la fois ceux donc qui ont visité ces expositions et, entre parenthèses, ceux qui ont payé une entrée, donc qui ont apporté effectivement par leur visite des recettes qui ont permis à la plupart de ces expositions d'être tout à fait rentables. Et nous voyons que l'exposition de 1900 a été visitée par 51 millions de touristes. Je dis bien 51 millions de touristes, ce qui veut dire que la gestion de ces très grands nombres de visiteurs n'est pas une question qui date d'aujourd'hui. Nous avons eu l'occasion de parler récemment de l'éventualité désormais écartée d'accueillir donc de nouveau l'exposition universelle et bien entendu des Jeux olympiques qui effectivement seront accueillis à Paris dans quelques années. Donc Paris construira les infrastructures et accueillera les visiteurs à l'occasion de ces événements sur la base quand même d'une petite expérience, on pourrait dire, qui a été cumulée depuis maintenant plusieurs décennies. Dans ce contexte, donc, des grands événements, de cette offre touristique qui se structure, Paris se construit progressivement une image de ville festive. On vient à Paris pour faire la fête, on vient pour dépenser, on vient pour s'amuser, on vient pour passer un bon moment. Et je vous mets ici une citation de Chevalier qui a été citée dans un ouvrage de Knafou et Duhamel qui date de 2007 et qui traite de la métropole parisienne de façon générale, un chapitre consacré donc au tourisme. Chevalier dit donc que Paris n'a pas besoin de posséder en son sein tant de manufactures, tant de grandes usines. La destination de notre capitale est d'être une ville de luxe et de plaisir. Les buts vers lesquels elle doit tendre, c'est d'attirer de plus en plus d'étrangers et avec eux le commerce et la consommation. Et on voit déjà comment Paris se construit donc au XIXe siècle, cette image des villes où on consomme, très souvent en opposition avec la ville de Londres où on produit. Il y a des villes dans lesquelles on produit, d'autres où on vient dépenser ce qu'on a gagné ailleurs. Donc une fabrication au sens de la fabrication sociale, de la fabrication aussi par l'image, par les discours, par la narration d'une ville lumière. Une ville lumière qui s'expose donc au regard du monde, qui multiplie les infrastructures et notamment les hôtels,
qui crée des quartiers qui sont davantage dédiés au plaisir, aux festivités, et qui permet donc à l'étranger qui cherche avant tout des distractions et qui désire voir le Paris du plaisir, des promenades, des grands restaurants, des spectacles, donc de visiter la capitale et notamment donc ces quartiers autour des grands boulevards où cette offre plus ludique, parfois même très coquine, s'organise progressivement. Et vous avez ici un extrait des guides Joanne. Je ne parlerai pas aujourd'hui, mais nous pourrons éventuellement échanger tout à l'heure, puisque toute cette offre parisienne est préparée et est aussi accompagnée par une littérature spécifique qui est donc la littérature des guides, avec effectivement un nombre de volumes tout à fait considérable et important qui se mettent en place progressivement autour donc d'un ensemble des grands guides qui présentent la capitale française sous toutes ses coutures. L'image de Paris donc en tant que ville touristique, et je dirais même de façon plus générale en tant que ville tout court, parce que l'image de Paris en tant que ville a été aussi produite par l'image de Paris en tant que ville touristique. Le tourisme ayant contribué beaucoup à cette image parisienne. Donc une image qui se cristallise, et vous avez ici quelques affiches qui présentent les monuments que le touriste, en tout cas les primo-arrivants, le touriste qui vient à Paris pour la première fois, qui ne connaît pas Paris, doit absolument visiter. Et ces affiches, cette iconographie de façon générale, présente sans aucune surprise les sites de Paris, le must-see de Paris, donc des lieux comme ici la Tour Eiffel. Ici, donc, dans cette affiche d'Air France, vous avez la Tour Eiffel, Notre-Dame de Paris et au fond, vous avez Montmartre. Donc, le trio, en quelque sorte, incontournable des attractions parisiennes. Et effectivement, nous avons ici, nous allons en parler tout à l'heure, les lieux qui sont toujours aujourd'hui parmi les plus visités de la capitale. De nouveau, donc, dans cette affiche qui cette fois n'est pas celle d'une compagnie aérienne, mais donc de la compagnie des autocars et des chemins de fer français. Donc cette image avec une iconographie nouvelle. Nous sommes ici au XXe siècle et on voit donc les centres de Paris. Nous sommes à 2 pas de l'endroit où nous nous trouvons actuellement, donc Notre-Dame et bien entendu les îles. American World Airways préfère montrer dans cette affiche Paris by Clipper, préfère montrer donc l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe, et effectivement, j'en parlais récemment avec des collègues américains au sujet d'un article que je dois traduire et qui m'ont effectivement dit que ces lieux parisiens sont parmi les lieux qui sont passés véritablement dans la langue et dans l'expression américaine en français. Personne n'envisagerait jamais de dire l'Arc de Triomphe en anglais. C'est l'Arc de Triomphe. Donc on est effectivement des monuments qui, dont plutôt le nom a véhiculé très précocement et qui sont donc enracinés comme les grands monuments connus, identifiés, qui font donc fantasmer pour Paris. Alors, j'ai fait un saut dans le temps et je vous montre ici un tableau qui fait état d'une enquête récente. Cette enquête, en fait, date d'il y a 1 an, où il s'agissait de poser la question aux touristes de la façon dont ils voient Paris. Il fallait dire s'ils étaient d'accord ou pas d'accord. Et je mets ici les réponses qui, effectivement, correspondent à un pourcentage qui frôle les 100%, donc d'accord par rapport à un certain nombre de caractérisations de Paris. Donc Paris est vu de façon générale, internationale, comme une ville touristique, comme une ville d'art et d'histoire, comme une ville de mode et une ville de shopping, une ville de luxe et une ville romantique. Donc voilà ce qu'est Paris pour la plupart de ses visiteurs. Et nous parlons ici pas que de visiteurs de loisirs, mais visiteurs de façon générale. Donc nous avons également, dans ces réponses, nous avons aussi l'avis des personnes qui sont venues en tant que, pour des mobilités qui relèvent davantage des affaires. Cette image de Paris
Donc, on consolidait, parce que j'essaye un peu de construire une linéarité entre les débuts du tourisme et aujourd'hui. Donc, on construit depuis fort longtemps, fait aujourd'hui partie de ces capitales d'images de Paris, qui, par exemple, est utilisée dans les cadres des tournages. Paris est une grande destination des tournages, est une grande ville des tournages. Et vous avez ici quelques statistiques qui rappellent qu'effectivement, il y a par an plus de 1000 tournages dans 5000 lieux. Donc une image parisienne qui est aussi véhiculée par cet ensemble de films, puisque dans une bonne partie de ces films, Paris est reconnaissable comme Paris. Il y en a d'autres où ce n'est pas le cas. Dans des films de fiction, Paris peut éventuellement jouer une autre ville, mais c'est très rare. Paris fait partie de ces villes, contrairement à d'autres villes de tournage, où Paris est Paris. Ce n'est pas le cas de Bordeaux, qui est quelque part l'archétype de la ville classique. Bordeaux, joue plein d'autres rôles. Paris est Paris dans la plupart des films. Paris, donc, une ville dans laquelle on consomme. Et de nouveau, dès le 19e siècle, Paris sera une destination touristique de shopping. On vient à Paris pour faire des courses. Et une partie de ces grands magasins, qui effectivement ne sont pas, cela va de soi, que des lieux touristiques, sont aussi, en fait, organisés, structurés progressivement pour accueillir les touristes. Vous connaissez tous les grands magasins parisiens, et peut-être que vous savez qu'ils ont un personnel qui spécifiquement donc s'occupe de l'accueil de cette clientèle touristique. Vous savez aussi, ou vous imaginez qu'ils font partie des lieux touristiques les plus visités, et nous pouvons effectivement parler des lieux touristiques puisqu'ils sont visités, bien entendu. On fait des courses, les touristes font des courses aussi. Mais ce sont des lieux où on se voit obligé d'y aller de la même façon qu'on ne peut pas rentrer chez soi sans avoir visité Notre-Dame de Paris. Il faut aussi avoir visité les grands magasins parisiens qui effectivement s'adaptent, présentent par exemple des panneaux dans différentes langues, des brochures et des plaquettes dans différentes langues et organisent même des visites qui sont des visites touristiques. Voilà, donc cette image qui est un peu exagérée dans la façon, vous savez, ces images du XIXe siècle sont un peu exagérées dans la façon dont on présente le monument, à l'occurrence dans la ville, mais c'est vraiment présenté comme un monument, avec donc une exagération au niveau du volume du magasin lui-même, une sorte de minimisation du reste de la ville, mais effectivement, on voit la place que les galeries Lafayette occupent, non seulement dans la ville, mais aussi dans les pratiques des premiers touristes. Là aussi, nous nous inscrivons dans une permanence. Et toujours aujourd'hui, Paris est visité également parce qu'on souhaite faire des courses à Paris. Non seulement parce que l'offre commerçante à Paris est plus importante, mais aussi parce qu'elle est plus agréable. Et on combine en général la visite avec donc la pratique de shopping. Et quand on pose la question en fait aux touristes quant à leur motivation, un pourcentage qui est tout à fait considérable, donc 40% parmi eux, ils disent que le motif de leur visite est donc le shopping, les achats. D'autant plus que dans une ville comme Paris, notamment dans les centres de Paris, on ne peut jamais faire des courses, on ne peut jamais faire du shopping sans faire aussi, d'une certaine façon, également une visite patrimoniale ou historique. On est dans la ville. Cette place, donc, tout à fait enviée de Paris en tant que destination commerçante, est due également à la qualité et à la densité des commerces parisiens. Donc, un nombre de commerces qui est tout à fait important, plus important que pour ces villes concurrentes, pour d'autres donc villes touristiques. 29 commerces pour 1000 habitants, contre donc 18 pour Londres et 16 pour Milan, pourtant Milan qui passe effectivement, qui est connu également pour sa qualité de ville où on a envie de faire des courses. Alors, et effectivement, on voit que ces zones touristiques et les zones commerciales se recoupent. Il n'y a pas
des dichotomies entre donc la visite du patrimoine et la visite des magasins. Une sorte de superposition donc des cartes des zones commerçantes et des zones touristiques. Une complémentarité donc entre tourisme et commerce, et quand on regarde un peu quels sont les lieux, excusez-moi, quels sont les lieux qui sont visités, nous avons ici les 5 principaux lieux, à la fois en termes de transactions, où est-ce qu'on achète le plus, et en termes de panier moyen, où est-ce qu'on paye le plus, où est-ce qu'on dépense le plus. Donc vous voyez très bien, en fait, se distinguer ces deux zones, les quartiers donc autour de Haussmann, où effectivement on fait des courses, mais on fait beaucoup de courses, mais sans doute avec un panier moyen qui est relativement plus modeste, et des lieux comme Vendôme, comme Montaigne, comme Saint-Honoré, qui sont effectivement des destinations touristiques de luxe. Je passe donc à mon 4e point, et là ce que je souhaiterais dire est que toutes ces questions, bien entendu, interfèrent beaucoup avec la place, ou plutôt interfèrent beaucoup avec la métropolisation et l'urbanité à Paris. Le tourisme est un phénomène qui contribue donc à la métropolisation parisienne, qui est co-constructeur, qui est coproducteur de cette métropolisation. La mise en tourisme de Paris se fait en parallèle avec l'industrialisation de la ville, puisque on a beau dire qu'effectivement on produit à Londres, on consomme à Paris. Paris est aussi, et a été au XIXe siècle aussi, une ville industrielle. Sauf que ces deux phénomènes sont bien répartis dans l'espace, avec donc une prédominance de l'industrie plutôt au nord-est et en dehors de Paris, et avec donc une concentration des lieux touristiques dans la partie ouest de Paris. Nous verrons tout à l'heure, mais je l'annonce dès maintenant parce que j'aimerais bien qu'on garde en tête cette linéarité en fait, des processus à Paris. Nous verrons que tout ceci reste prégnant à Paris toujours aujourd'hui. Et alors donc qu'au nord se construit l'un des secteurs industriels les plus puissants de la métropole parisienne, dans la partie ouest de Paris, partie ouest donc intramuros, se construit un des secteurs touristiques les plus puissants dans le monde. Ce tourisme qui se met en place donc dans Paris, bien entendu, transforme l'espace. Il les change, il les modifie, il les donne à voir différemment, il occupe avec ses propres infrastructures. L'afflux des populations touristiques qui doivent être accueillies, qui doivent pouvoir circuler de la ville, qui doivent pouvoir séjourner dans la ville, devient un moteur considérable de la transformation parisienne. Et c'est également le cas de ces grands hôtels qui se construisent donc de façon extrêmement intensive tout le long du XIXe siècle et aussi dans la première partie du XXe, avec clairement la mise en place des zones qui sont dédiées à ces hôtels, et notamment donc des hôtels de qualité, des hôtels de luxe. Et un des messages importants que j'aimerais bien faire passer aujourd'hui est qu'il est important, ce n'est pas très souvent le cas, mais il est important de prendre en compte le tourisme en tant que facteur de production de l'espace urbain. On le fait bien plus facilement pour l'industrie. Il y a en général le consensus parmi mes collègues géographes sur le fait qu'effectivement l'industrie marque l'espace. On a sans doute plus de difficultés à le comprendre également pour le tourisme, qui est, c'est le message sans doute principal que j'aimerais faire passer aujourd'hui, également un phénomène qui marque l'espace et qui les marque, nous allons le voir de nouveau, durablement. Donc, comprendre les positionnements touristiques de Paris aujourd'hui implique évidemment de prendre en compte cette antériorité, ce passé touristique, cette rente d'image, d'une certaine façon, puisque Paris aujourd'hui ne part pas avec les mêmes armes qu'une autre ville qui s'émettrait en tourisme, comme on dit aujourd'hui. Elle part avec cette antériorité, avec cette rente d'image, cette rente de positionnement qui est construite désormais depuis presque 2 siècles. Donc un passé
qui est effectivement très important aujourd'hui et qui joue un rôle tout à fait considérable. Je passe maintenant dans l'actualité du tourisme aujourd'hui, tout en gardant bien entendu cette linéarité qui me semble tout à fait importante, cette connexion avec le passé de Paris. Donc voilà, les chiffres qui sont effectivement impressionnants. Vous aviez évoqué tout à l'heure les chiffres pour Paris intramuros, mais quand on regarde en fait la destination Paris, puisque un touriste qui visite aujourd'hui Versailles, il visite Paris. Vous lui demandez où est-ce qu'il va à Paris. Il visite Disneyland Paris, mais il va à Paris. Donc la destination, quand on parle de la destination, de la grande destination, c'est Paris. Et quand on regarde donc globalement les chiffres, non pas que pour Paris intramuros, mais pour l'Île-de-France, nous aurons bientôt 50 millions de touristes, puisque aujourd'hui, il semble que rien ne pourra arrêter l'augmentation de ces flux touristiques dans la capitale et dans la région donc Île-de-France. Donc un des hotspots mondiaux très peu comparable avec ceux que nous connaissons dans d'autres villes. On peut comparer avec Londres, mais guère plus. On ne peut pas comparer avec une autre ville en Europe, malgré effectivement ces nouvelles destinations touristiques qui connaissent aujourd'hui beaucoup de succès. Donc, une destination internationale qui draine des visiteurs de partout dans le monde. Évidemment, vous savez que le tourisme est un phénomène régionalisé et on a toujours des flux touristiques qui sont beaucoup plus importants des pays qui sont plus proches. C'est la règle pour Paris, c'est la règle pour toutes les destinations européennes, c'est la règle pour pour prendre un exemple majeur, des monuments majeurs au Cambodge. On est dans des logiques régionalisées. C'est donc tout à fait normal qu'effectivement, une grande partie du pourcentage des visiteurs parisiens sont européens. La proximité avec d'autres villes, donc émettrices, on a parlé tout à l'heure, émettrices des touristes dans des rayons qui est très proche de Paris, fait qu'effectivement, il y a un nombre de visiteurs tout à fait considérable depuis ces marchés émetteurs européens. Mais Paris arrive à drainer également des visiteurs des destinations très lointaines. Et c'est sans doute ce qui différencie Paris, qui est véritablement une destination internationale, d'autres destinations qui, elles, sont essentiellement européennes et qui se sont développées au cours des dernières années, notamment grâce aux vols low cost qui permettent donc d'aller d'une ville européenne vers une autre ville européenne. Alors, quand on regarde un peu cette pyramide des différentes villes européennes, vous avez ici donc les différentes villes touristiques en Europe, on voit clairement, et c'est le seul message que je passerai ici, je n'entre pas dans les détails de cette pyramide, on voit que dans les sommets de la pyramide, il n'y a que deux villes, Londres et Paris. Et ensuite, effectivement, vous avez tout un ensemble des destinations importantes jusqu'aux destinations qui sont qui relèvent davantage des flux de proximité. Mais voilà, une différence très importante pour Londres et Paris que nous voyons d'ailleurs sur cette carte où on voit très bien émerger ces deux grandes destinations internationales pour l'Europe, avec effectivement d'autres villes européennes, d'autres capitales européennes comme Rome, comme Madrid, qui sont bien entendu des grandes destinations touristiques, mais d'une classe en termes de nombre de visiteurs en dessous donc de Paris et de Londres. Ce qui est important et ce qui me fait dire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que rien ne semble arrêter l'arrivée des touristes vers Paris, et de voir aussi cette résilience du phénomène touristique qui est assez impressionnante. Les diapositives que je vous montre ici proviennent donc de l'Office des tourismes et des congrès de Paris, de l'OTCP, et font partie en fait d'un document qui annonçait que Paris est de retour. Paris is back. Parce qu'effectivement, il y a eu, vous le savez, après les attentats, une chute qui a été tout à fait considérable du nombre de visiteurs à Paris. Et on la voit, cette chute. Mais sur ces graphiques, on voit aussi combien et comment finalement
les arrivées hôtelières, c'est-à-dire les arrivées des touristes qui séjournent dans les hôtels, qui font partie des statistiques les plus fiables. Malheureusement, toutes les statistiques en tourisme ne sont pas fiables. Donc, à l'occurrence ici, nous avons pour les statistiques touristiques, effectivement, des chiffres qui sont tout à fait fiables. Nous voyons effectivement que, oui, effectivement, Paris is back. Paris est de retour et donc la fréquentation de la capitale reprend donc bien. On les voit également pour les marchés intérieurs et les marchés internationaux. Vous avez ici deux courbes. La courbe orange qui correspond donc aux marchés internationaux, la courbe violette qui, elle, correspond aux marchés nationaux. Et on voit qu'effectivement, après cet tassement très important qui a eu pour le tourisme un effet, je n'ose pas dire bénéfique, mais a fonctionné un peu comme un électrochoc et a amené sans doute les acteurs du tourisme à se poser un certain nombre de questions qui n'étaient sans doute pas faciles à se poser, mais qui ont été finalement, je pense, positives pour la destination parisienne, puisque à un certain moment, la question elle a été posée. Est-ce que effectivement Paris entre dans une crise durable? Est-ce que ce million de touristes, grosso modo, que Paris a perdu pendant cette année 2016, est-ce que finalement caractérisera, ou plutôt parle d'une crise plus durable? Dans ces contextes donc des difficultés, les acteurs du tourisme se sont posés un certain nombre de questions et je pense que les réponses qui ont été apportées sont, dans le long terme, plutôt positives. Cette fréquentation touristique est bien entendu drainée vers certains grands monuments. Vous avez ici les chiffres pour 2015 et 2016. Ces chiffres correspondent à ce moment, effectivement, de décroissance du tourisme. On est effectivement pendant cette période, pendant et après les attentats, où plusieurs grands monuments parisiens ont perdu un nombre très important de leurs visiteurs. Vous avez ici, j'espère que le tableau est lisible et visible depuis le fond de la salle. Vous avez ici donc l'évolution entre 2015 et 2016 et vous voyez que pour les musées du Louvre, par exemple, il y a eu une décroissance tout à fait considérable de l'ordre de 16%. J'ai mis ici pour vous rassurer, parce que je pense que la question allait être posée, qu'en 2017, le Louvre a retrouvé son nombre de visiteurs de 2015. Donc là aussi, une crise qui n'a été que passagère. Et c'est le cas pour la quasi-totalité des monuments parisiens, où effectivement la pente a été en grande partie remontée. Mais vous pouvez imaginer pourquoi je parle d'électrochoc, puisque pour une institution muséale, pour un monument historique, pour une attraction touristique de façon générale, perdre un pourcentage aussi important amène sans doute à se poser certaines questions différemment. Ce qui est également tout à fait important pour Paris est le fait que, au-delà de ces lieux d'exposition ou ces lieux touristiques qui accueillent donc les touristes de façon permanente, il y a une offre qui est beaucoup plus ponctuelle, mais très considérable. Et je parle ici des grandes expositions. Les grandes expositions qui jouent un rôle considérable pour le tourisme parisien, puisque dans la plupart des cas, elles fonctionnent un peu comme un déclencheur pour ce qu'on appelle pas les primo-visiteurs, mais les repeaters, ceux qui sont venus 1, 2, 3, 4 fois à Paris, mais qui reviennent. Et qui reviennent parce qu'il y a une urgence. L'urgence étant de visiter telle exposition qui n'est en fait ouverte que pour un laps de temps relativement limité. Et vous voyez ici, par exemple, la Fondation Louis Vuitton, on en parlera tout à l'heure, donc un nouveau venu dans le paysage des lieux culturels à Paris, mais aussi des attractions touristiques, puisque ces lieux culturels sont les attractions touristiques de Paris. Donc, un nouveau venu, mais effectivement une exposition extraordinaire
qui a pu attirer 1 200 000 visiteurs. Donc, vous voyez, un grand succès aussi, non seulement culturel, bien entendu culturel, mais un grand succès aussi touristique. Donc, ces grandes expositions jouent un rôle très important à Paris, bien entendu aussi pour ses concurrentes autres villes touristiques en Europe. 2 mots sur l'hôtellerie parisienne, parce que l'hôtellerie parisienne est également un thermomètre qui permet de voir comment les choses évoluent et qui nous permet aussi de mieux comprendre la structure du tourisme parisien. Où vont les touristes, où habitent et où ne vont pas les touristes. Donc, compte tenu du fait que le tourisme à Paris, évidemment, n'est pas un phénomène isotrope. Sur ces graphiques, la source est également l'Office des tourismes et des congrès de Paris. Vous avez l'évolution du nombre des chambres hôtelières à Paris. Et vous avez un ensemble de courbes qui présentent donc les chambres en fonction de leur catégorie. Je n'insisterai pas énormément, il s'agit juste de dire et de voir de façon tout à fait visible qu'il y a des courbes qui montent. Ces courbes qui montent sont les courbes qui correspondent à une hôtellerie de 4 étoiles pour la plupart, et c'est notamment donc cette courbe bleue qui esquisse l'augmentation la plus importante, et il y a des courbes qui descendent. À l'occurrence, il s'agit donc de l'hôtellerie d'une étoile. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit quelque chose qui est extrêmement positif, bien entendu, pour Paris, mais qui pose également un certain nombre de questions. On voit donc que les infrastructures hôtelières de Paris montent en gamme. Nous sommes ici dans Paris intramuros et vous avez le nombre de chambres donc dans Paris intramuros. On voit donc que au cours des dernières années, il y a une augmentation, enfin une amélioration plutôt qualitative tout à fait considérable au niveau de l'hôtellerie parisienne. Ceci dit beaucoup de choses aussi sur les marchés touristiques à Paris. On voit donc qu'effectivement, il y a une demande à Paris de la part donc des touristes qui ont la possibilité de payer des nuitées dans des hôtels 4, 5 étoiles, voire dans des palaces. C'est très important. On voit aussi que, alors que les hôtels indépendants restent stables, voire diminuent, les hôtels de chaîne se développent. Donc là aussi, on voit que derrière les hôtels de chaîne, il y a très souvent également des contraintes de qualité, de contrôle, que les hôtels de chaîne peuvent parfois, auxquels les hôtels de chaîne peuvent répondre plus facilement que certains hôtels indépendants. Je parlais tout à l'heure de la géographie de ce fait touristique. Vous avez ici la répartition du nombre de chambres dans Paris intramuros. Je disais tout à l'heure que dès le XIXe siècle se met en place dans la partie ouest de Paris un grand secteur, un grand district touristique. Ce qu'il s'est produit au XIXe siècle reste toujours très visible aujourd'hui, puisque vous voyez non seulement la concentration des hôtels, mais vous voyez effectivement les lieux dans lesquels le nombre de chambres d'hôtels est le plus important et des arrondissements où effectivement il y a très peu de chambres d'hôtel. Toujours aujourd'hui, un touriste a beaucoup plus de chances d'habiter dans le 8e, dans le 9e arrondissement que dans le 20e. Toujours aujourd'hui. C'est important de le dire, puisque on aurait pu imaginer que les choses, au cours des dernières décennies, voire au cours des derniers siècles, auraient pu évoluer différemment. Ce n'est pas le cas. Donc on est ici devant des permanences, et devant donc des permanences qui relèvent des phénomènes qui ont pris place dès le XIXe siècle. Ce qui est également très important, c'est de voir la répartition de ces chambres d'hôtel en fonction donc de la catégorie. Je ne vais insister que sur l'image que vous voyez ici en bas, là où donc ces graphiques ici, qui est marqué avec une couleur de dominante orange ou rouge, pour dire que si on veut habiter dans un hôtel donc 5 étoiles, eh bien, il n'y a aucune possibilité
aujourd'hui aucune possibilité de résider dans la partie est de Paris. Donc les clientèles qui séjournent dans des hôtels 5 étoiles sont donc toutes concentrées dans la partie ouest de Paris. Et cette espèce de dichotomie entre est et ouest, qui bien au-delà du tourisme, mais de façon plus générale pour toutes les politiques urbaines, a été effectivement la politique en fait essentielle, dominante des pouvoirs d'État et des pouvoirs locaux, c'est-à-dire les rééquilibrages est-ouest, pour les tourismes ne fonctionne pas. Ce n'est pas forcément problématique, mais c'est important de les prendre en compte. Voilà ce qui s'est produit aujourd'hui autour de ces palaces. On a beaucoup parlé des palaces. Les palaces font rêver tout le monde. Et vous avez peut-être visité ces lieux qui sont des lieux qui aujourd'hui sont obligés, c'est un peu par la force des choses, obligés de s'ouvrir beaucoup à une clientèle locale. Donc, ils sont des hôtels, certes, mais les spas, les restaurants, les cafés, les bars s'adressent à une clientèle locale, puisque c'est le seul moyen, et encore pour ces hôtels, de se rentabiliser. Ils représentent tous des investissements extraordinaires, énormes, et je pense qu'il a aussi, en termes de géographie, les choses sont claires. On est clairement dans l'ouest de Paris, et à part le Lutetia, aucun hôtel ne se trouve dans la rive gauche. Tous les hôtels donc se trouvent à rive droite et autour donc des Concorde étoiles. Un marché qui évolue énormément, qui a évolué énormément au cours des dernières années, avec donc une augmentation tout à fait considérable de l'offre des palaces. Un marché qui a été littéralement révolutionné depuis quelques années. Des investissements qui sont énormes, qui sont colossaux. J'évoquais la difficile rentabilité, et effectivement, c'est très difficile de rentabiliser ces hôtels, mais pour la plupart de leurs investisseurs, ils ont tous des reins assez solides pour pouvoir effectivement lancer ces opérations sans trop espérer qu'il y ait véritablement un retour sur l'investissement. Alors, j'aimerais juste attirer votre attention sur le fait que entre 2009, donc voilà, une petite dizaine d'années, et aujourd'hui, on a une augmentation de pratiquement 55% du nombre de chambres de ces palaces, qui, bien entendu, entre dans une concurrence assez extraordinaire l'un par rapport à l'autre pour, en fait, occuper le haut de la scène. Je passe rapidement ici aussi. Ce que je voulais juste dire, et c'est très important de le dire, chiffres à l'appui. J'ai évoqué les problèmes des statistiques tout à l'heure. Quand on est un chercheur qui travaille sur le tourisme, notre principal problème sont les statistiques. Donc, quand on en a, c'est tout à fait important de faire un propos en s'appuyant sur des chiffres. Ce que j'aimerais dire ici, donc vous avez à la fois le nombre d'hôtels et le nombre de chambres entre 2012 et 2016. Ce que je voulais dire, c'est que entre 2012 et 2016, le nombre d'hôtels et le nombre de chambres a très peu évolué dans Paris intramuros. Et vous avez déjà ici un des principaux problèmes de Paris aujourd'hui. L'indisponibilité du foncier qui ne permet pas ou qui rend très difficile la construction d'hôtels dans Paris intramuros. Donc là, Paris est pénalisé par rapport à ses concurrentes, puisque dans d'autres villes, la construction d'hôtels dans le centre est bien plus facile. Ce qui explique et qui est à mettre en parallèle avec cet autre mouvement que nous venons de voir, l'augmentation en gamme. Donc ça, c'est tout à fait possible. Tous les hôtels de Paris augmentent en gamme, mais très peu en termes de nombre de chambres et de nombre d'établissements. Là où l'augmentation est sans doute un peu plus facile, c'est en dehors de Paris. Et là, nous avons une problématique tout à fait intéressante, qui est celle du rapport entre Paris, intramuros, et les arrondissements autour de Paris, où donc effectivement, il y a encore quelques disponibilités foncières. Quand on compare le nombre de chambres entre donc 2012 et 2016,
nous voyons que là, il y a eu quand même 20 000 chambres qui sont venues se rajouter. Ces 20 000 chambres en dehors de Paris, bien entendu, concernent en grande partie, pas exclusivement, parce que vous avez aussi Disneyland Paris, vous avez aussi la Défense, mais concernent en grande partie des touristes qui vont d'habiter donc en dehors de Paris, mais qui vont visiter Paris. Je passe rapidement. Voilà par exemple un travail qui a été fait par des collègues géographes et qui montre cette couronne d'hôtels autour de Paris intramuros. Et on voit très bien combien et comment Paris est encerclé par ces hôtels qui sont destinés effectivement à accueillir des touristes qui ne trouvent pas une chambre dans Paris ou qui ne peuvent pas se payer une chambre dans Paris compte tenu du fait que la typologie des hôtels en dehors de Paris n'est pas la même que celle des hôtels qui sont dans Paris. On a effectivement une offre qui est bien plus accessible. Avec cette crainte majeure de la part des communes autour de Paris qui ne souhaitent absolument pas devenir des dortoirs touristiques pour Paris et qui effectivement souhaitent développer également une offre touristique qui pourrait retenir les touristes également sur le même territoire dans lequel ils habitent en tant que touristes. Alors, 2 mots, sans entrer aujourd'hui en tout cas dans la polémique autour d'Airbnb. Airbnb dont on a énormément parlé et dont on va parler beaucoup encore dans les années à venir. Assez paradoxalement, et contrairement à ce que Airbnb semble dire dans ses propres études, l'offre d'Airbnb est également concentrée dans le centre de Paris et autour de ces zones très touristiques. Et j'ai dit contrairement à ce que Airbnb semble dire, puisque vous avez ici un extrait d'une étude qui a été commandée par Airbnb, qui a été faite par Airbnb, où il s'agit effectivement de dire que grâce à Airbnb, il y a des quartiers qui n'étaient pas touristiques et qui les deviennent. Donc, il donne ces pourcentages de 70%. Je parle de la partie basse de ce tableau. 70% donc des logements Airbnb qui se situent en dehors des principaux quartiers hôteliers. Ce n'est pas ce que nos études démontrent. On est donc effectivement devant une hyper-concentration touristique à Paris. Et nous avons ici sans doute une difficulté, de nouveau pour Paris, par rapport à ses concurrentes. Paris est lumière, bien entendu, mais Paris est aussi ombre. Et cette ombre de Paris masque, couvre, ne permet pas de voir ce qui existe autour de Paris. Et effectivement, aujourd'hui, ceci constitue une des problématiques majeures pour le tourisme à Paris et aussi une des orientations, des directions majeures pour le développement futur donc, du tourisme parisien. J'ai mis ici ces 2 images côte à côte. Vous avez à la fois donc cette photo de Martin Parr, qui est un photographe, un artiste, qui photographie très souvent les touristes en dénigrant les situations dans lesquelles ils se mettent parfois. Et vous avez donc évidemment ce nombre de touristes qui ont tendance un peu à assaillir les principaux tableaux, bien entendu la Joconde en particulier au musée du Louvre, donc une hyper concentration. Et une photo à côté qui montre Notre-Dame de la Consolation qui se trouve à Rennes et qui est une des grandes architectures du mouvement moderne. Donc une œuvre qui est due à un architecte qui s'appelle Auguste Perret, qui est l'architecte de la reconstruction du Havre, qui, grâce à lui, en grande partie, a été listé sur le patrimoine mondial de l'UNESCO, donc un grand architecte. Le Corbusier le reconnaissait comme son maître, mais effectivement, qui est-ce qui visite aujourd'hui Notre-Dame de la Consolation à Rennes? Personne. Et effectivement, quand on regarde un peu parmi le hit parade de lieux les plus visités dans la région parisienne, il n'y a que des lieux en dehors de Paris qui font partie des lieux très visités, sans aucune surprise. Disneyland Paris,
qui est donc voilà, un lieu qui a été construit ex nihilo, une offre touristique en fait ex nihilo, et le domaine de Versailles. À part ces deux lieux, il n'y a pas d'autres. Et nous sommes effectivement, de nouveau, c'est les géographes qui parlent, devant ces phénomènes d'hyperconcentration donc des lieux touristiques autour de ceux que Donald Guedes avait appelés, non pas pour Paris, mais de façon générale, le Tourism Business District. Donc un secteur qui concentre l'essentiel de l'offre touristique et bien entendu donc par miroir de la fréquentation touristique. Avec donc ces deux périmètres, donc la carte que vous avez ici, elle vient de cet article de Duhamel et Knafou que j'ai cité tout à l'heure. Vous avez donc ces périmètres en gris foncé qui correspond effectivement à la grande concentration, avec un gris plus clair l'axe des Champs-Élysées, donc l'axe historique de Paris. Et vous avez ici ce qu'on appelle très souvent le losange de la destination parisienne, donc au losange, deux aéroports, Nord, Sud, Disney, Versailles. On est effectivement dans ce périmètre. Quand on cherche, quand on cherche à saisir de façon un peu plus fine où vont les touristes, aujourd'hui nous avons d'autres moyens, au-delà donc des données qui statistiquement ne sont pas toujours fiables. Nous pouvons aujourd'hui aspirer les big data. Et nous pouvons, par exemple, via les photos postées sur différents réseaux sociaux, nous pouvons savoir où exactement ces photos ont été prises. Et nous pouvons aussi connaître la provenance de ceux qui ont pris les photos et déduire, ensuite c'est une série d'hypothèses, parfois un peu acrobatiques, qui permettent de déduire si nous avons affaire à des touristes ou à un habitant qui prend tout simplement une photo chez lui et qui la poste dans les réseaux sociaux. Alors voilà un peu ce que c'est la donne quand on regarde les données. Cette carte est donc produite par des collègues à la fois géographes et informaticiens. Et voilà ce que cette carte donne quand on l'affine un peu plus. On voit effectivement se dessiner cet hypercentre parisien. On voit de nouveau l'axe, donc est-ouest de Paris, avec effectivement donc les grandes concentrations, Montmartre, le Père-Lachaise, pour les tâches qui sont un peu isolées. Quand on peaufine encore plus, voilà, on peut pratiquement voir les monuments. On a les lieux où ces photos ont été prises. Toujours un travail des mêmes chercheurs. Un autre chercheur, donc Eric Fisher, a lui travaillé de façon plus fine sur qui poste quoi. Et il a différencié les photos de ceux qui habitent dans les lieux où la photo a été prise depuis plus longtemps, donc depuis plus d'un mois. Donc il déduit que ces photos sont prises par des habitants et ne prend en compte que les photos qui ont été postées par ceux qui habitent depuis peu longtemps. Donc là, on est effectivement dans un scénario juste et de nouveau, nous voyons ces centres se dessiner. Et quand on fait des enquêtes, je suis désolée là, j'ai craint que ce soit illisible, mais ce que je voulais dire, c'est que ces lieux autres, en dehors de ces lieux hyper visités, hyper fréquentés, en fait, ne sont visités que par ceux qui ont visité Paris plusieurs fois. Quoi qu'on en fasse, quoi qu'on en dise, les primo-visiteurs visitera les grands monuments. Et il n'y a aucun moyen pour faire dévier un peu ce parcours et pour l'inviter à voir Notre-Dame de Consolation. Mais bon, peut-être que s'il vient une troisième ou une quatrième fois, là, s'il y a une bonne communication, si effectivement il y a une mise en évidence et une mise en valeur de cette offre un peu plus spécifique, là peut-être qu'il la visitera. Je passe rapidement parce que j'aimerais bien garder un peu de temps pour la discussion et je suis un peu très bavarde, trop bavarde. Dans ces losanges de la grande destination parisienne que je vous ai montré tout à l'heure, deux aéroports et puis donc Versailles et Disneyland, on retrouve ces trois échelles de la destination parisienne.
on retrouve les sites hypercentraux qui font partie de ce Central Tourism District, donc les lieux qui, par définition, seront visités par les primo-visiteurs. On voit les sites des districts périphériques de Paris et de la, pardon, il y a une erreur, de la banlieue proche, donc la petite couronne autour de Paris, là où les touristes habitent, dans ces hôtels donc, qui sont construits dans cette petite couronne, et la grande destination du tourisme international qui, effectivement, qu'il aille à Versailles ou à Disneyland, il va parler de Paris. Donc pour eux, Paris est ces grands Paris. Donc les acteurs du tourisme, avec la difficulté et la complexité du fait que ces acteurs actent à des niveaux différents, il y a une gouvernance qui est assez compliquée pour le tourisme à Paris. Donc les acteurs à Paris doivent prendre en compte ces trois échelles qui concernent donc à la fois la destination du tourisme international qui viendra à Paris, qui fera tout le must-see à Paris, dans les cadres par exemple des voyages organisés, d'un groupe qui viendra de la Chine, de l'Asie de façon plus générale, et qui ne consacrera à Paris éventuellement que 2 jours ou 3 jours, et parfois moins. Quand on raisonne en termes d'échelle de Paris, même la destination Champagne, même Reims est Paris. Quelqu'un qui vient à Paris visitera Reims comme une partie. Quelqu'un qui vient de la Chine, qui vient de l'Australie, il visitera Reims comme partie de l'offre parisienne. Et je suis passée très rapidement tout à l'heure, mais visitera aussi les châteaux de la Loire comme partie finalement de la destination parisienne. Puisque aujourd'hui, cette offre donc des châteaux de Loire est disponible le jour même, départ à Paris, retour à Paris le jour même, et on peut faire 3 voire 4 châteaux dans la journée. Et évidemment, je ne vous conseille pas de le faire. Donc nous avons ces difficultés de ce périmètre parisien qui parfois est difficile à cerner. Et effectivement, les acteurs qui travaillent en dehors de Paris, actuellement dans une collaboration excellente avec l'Office des tourisme et des congrès de Paris, se posent cette question finalement de ces limites de Paris qui parfois sont mises en évidence alors qu'il n'y a pas toujours raison de le faire. Donc, par exemple, vous avez ici cette carte donc, des transports qui effectivement signale les limites de Paris. Un des problèmes essentiels, donc, et c'est là où, en fait, l'entrée en jeu de ces autres destinations plus alternatives, en dehors de ces lieux hyper visités, peut effectivement jouer un rôle, c'est dans la volonté de Paris aujourd'hui de lutter contre la muséification, de faire en sorte à ce que Paris se présente aujourd'hui, non pas, non plus, ou en tout cas pas uniquement avec cette image héritée des débuts du tourisme, mais se présenter aussi comme une destination contemporaine, moderne, attractive pour des clientèles autres, et notamment les jeunes Européens, qui constituent pour Paris aujourd'hui une clientèle cible. Donc comment lutter contre la muséification? Quand on regarde la façon dont Berlin, par exemple, se met en valeur, on voit qu'effectivement la communication n'est pas du tout la même. On est d'accord, elle n'est pas la même. Sauf que Paris, désormais, a envie de jouer aussi sur ces registres-là. Parce que Paris réalise qu'il perd une partie de cette clientèle parce que, OK, on a visité la Tour Eiffel 1 fois, 2 fois, on ne la visite pas une 3e fois, c'est clair. Donc, comment peut-on créer une urgence? Le terme qui est utilisé par les acteurs de tourisme à Paris, c'est comment peut-on créer une urgence? C'est-à-dire ne pas se dire Paris est là, Paris sera toujours là, Paris ne change pas, Paris est classique. Ce n'est pas la peine d'aller aujourd'hui, on peut aller l'année prochaine, on peut aller dans 10 ans. Ce sera la même chose. Donc comment peut-on créer une urgence pour que les touristes viennent à Paris aujourd'hui et pas demain? Et donc vous avez tout un dispositif de nouvelles offres. Paris-Plage, quelque part, s'inscrivait également dans ces registres-là. On peut aimer, on peut ne pas aimer, mais l'idée au départ n'était pas seulement d'offrir, enfin de compenser,
les Parisiens qui ne partent pas en vacances. Clairement, au début, l'objectif était également touristique. Des grands événements comme la Nuit Blanche qui créent cette urgence, venir à Paris pour la Nuit Blanche. Tout un ensemble donc d'autres événements, Marché des Fiertés, qui correspond effectivement à cette clientèle jeune européenne que Paris souhaite attirer aujourd'hui, la technoparade, enfin bref, tout un ensemble d'événements qui, vous les voyez bien, n'entrent pas dans cette image classique de Paris. Là, il s'agit pour Paris de s'aventurer vers des terrains qui ne sont pas les terrains dans lesquels il a joué depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. L'architecture contemporaine. Bon, ces bâtiments extraordinaires donc, de Renzo Piano, donc autour de l'architecture contemporaine, sans doute une nouvelle offre. Donc c'est la fondation Pathé qui n'est pas forcément visitée, n'est pas un lieu touristique, mais qui effectivement fait parler beaucoup de Paris. Voilà, donc c'est un bâtiment qui est très discret, qu'il s'est levé un peu dans Paris, de la même façon que la fondation Lafayette, donc des Galeries Lafayette, qui a été inaugurée la semaine dernière dans le Marais. Là, on est vraiment un acte contemporain dans un foncier extrêmement contraint qu'est le foncier parisien. Et bien entendu, donc, ces grands vaisseaux de Franck Gehry, de cet architecte, des star-architectes, comme on dit aujourd'hui, hein, dont, effectivement, on a parlé tout à l'heure pour cette exposition temporaire, il fait déjà partie des grandes attractions touristiques. Voilà. La Philharmonie de Paris. Ici, nous sommes toujours dans Paris intramuros, mais effectivement sur les marges, les franges de Paris. Et j'arrêterai ici pour nous donner un peu de temps pour la discussion. J'avais prévu un point 9 sur cette question, mais on peut la garder pour échanger entre nous. Merci beaucoup.